Hollywood a vu naître de nombreux talents, mais l'un d'entre eux est arrivé de bien plus loin, des rues animées de Port-au-Prince en Haïti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un acteur international. Vous l'avez sans doute vu dans la série Heroes. Jimmy Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes toujours acteur, mannequin, mais vous avez publié donc un livre autobiographique, Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles au Port-au-Prince, aux étoiles d'Hollywood. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir écrit ce livre autobiographique? Pour moi, c'était important de laisser des traces d'une certaine manière, de transmettre certaines choses. Et puis aussi, je traversais un moment assez difficile dans ma vie. Et voilà, je me sentais suffisamment vulnérable pour prendre la plume et écrire ces quelques mots, pour partager ce parcours. Parce que quand on parle des bas-fonds de Pétionville, bien entendu, j'ai vécu dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante. Donc c'est vraiment tout en bas dans cette pyramide de la société. Pour se retrouver à Hollywood, il y a eu tout un chemin. Donc c'est ce que je voulais expliquer. C'est comment est-ce que je suis arrivé là. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé durant toute ma vie. J'ai vécu dans plein de pays, plein de continents pour me trouver et pour trouver ce qui me correspondait. Et je pense que c'est plutôt ce parcours-là que je voulais raconter dans le récit. Et ce parcours-là que vous avez voulu raconter, est-ce que ça a été compliqué pour vous de mettre à l'écrit ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti? Oui, c'est tout le temps compliqué de Vous avez été accompagné? Un petit peu, oui. Un petit peu parce que c'est un exercice très, très difficile. Donc oui, c'était compliqué parce que moi je suis assez cash. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas de maquiller ou d'habiller. Donc voilà, maintenant je suis conscient que voilà, je m'ouvre un petit peu au monde et je pense que c'est bien, ça me pousse à avoir certaines discussions, des discussions très sérieuses sur des choses, sur des sujets très, très sérieux aussi. Et ça permet aussi, ça a été une forme de thérapie pour moi, parce que quand j'ai commencé à écrire, comme je disais, je traversais des moments difficiles, j'avais perdu pas mal de membres de ma famille, dont mon frère qui venait de mourir et mon fils qui était à l'hôpital. Donc voilà, c'était une forme de thérapie pour pouvoir faire face à cette épreuve que je traversais. Et je pense que, indirectement, ils m'ont beaucoup accompagné aussi à faire ce travail. Comment vous avez traversé cette pauvreté dont vous parlez dans votre livre, de cette enfance en Haïti? C'était la vie, quoi. C'est ce que je connaissais, c'est ce que j'avais. Donc j'ai fait avec. Et c'était pas plus mal non plus. Hein. Moi, je me considère très, 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 très épanoui. J'ai eu une enfance, bien entendu, je viens d'une famille plutôt défavorisée. Mais ceci dit, j'ai eu une enfance très, 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 très épanouie. J'ai eu beaucoup d'amour autour de moi. Oui, la famille, c'est important. Vous en avez même parlé oui, de cette place de la famille. Ouais. Comment ils étaient? Vous avez quitté donc Haïti à 12 ans. Ouais. Ça a été comment cette séparation? C'est ma mère qui est venue d'abord en France. Ma mère qui était femme de ménage, hein. Donc juste pour dire que c'était très dur pour elle aussi de tirer toute la famille à partir de la France. Donc c'était la première à venir, puis ma sœur, puis moi, puis mon frère et finalement mon père. Donc ça a pris quand même 7 ans pour que la famille se réunisse en France. Bien entendu, pour un gamin je venais juste d'avoir 12 ans à l'époque, pour un gamin de 12 ans, de faire ce changement de frontières, de culture, de manière de faire, c'était assez brutal. C'était assez brutal, surtout que je rentrais à l'école 3 ou 4 jours après mon arrivée. Donc du coup, je n'avais pas eu le temps de m'asseoir dans ce nouvel espace, qu'il fallait se mettre à travailler, aller à l'école. C'était dur, hein. Il fallait me déshabiller de l'identité que j'avais pour remettre, voilà, pour en gros m'adapter
à quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Donc ça peut être assez traumatisant pour quiconque. Et avec le recul, dans ce contexte-là, en étant enfant, avec même le contexte politique, socio-économique que connaît Haïti, c'était une bonne décision? Je ne sais pas. On prend les décisions qu'on prend au moment qu'on les prend. Moi, je ne suis pas du genre à regarder en arrière et dire j'aurais pu faire ou on aurait pu faire. Je pense que mes parents, à l'époque, c'est la décision qu'ils pensaient était la meilleure pour tous, pour toute la famille. Parce que Haïti traversait des moments difficiles sur le point de vue politique et économique. Et bien entendu, il y avait cette vague de familles qui quittaient Haïti pour aller voir ailleurs. Et ailleurs, c'était le Canada, les États-Unis et bien entendu la Belgique et la France aussi. Ma mère a pu avoir un tuyau pour la France, donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Je ne sais pas si c'était le bon choix, mais c'est le choix qui a été fait et moi, ça me correspond complètement. Et quelles ont été un peu les valeurs de la famille que votre mère vous a inculquées? Ben, c'était les valeurs humaines, tout simplement. Les valeurs humaines, les relations humaines, le respect les uns des autres, le respect de ses aînés, de ses parents, de la communauté, des voisins. C'est-à-dire, moi, en Haïti, tout le monde pouvait me demander de faire des choses et c'était quasiment une obligation. Si le voisin me demandait de faire quelque chose, je le faisais parce que c'est comme si c'était mes parents qui me demandaient. Donc ça, c'est des valeurs qui me sont très... Voilà, que je garde encore avec moi parce que ça me permet de naviguer un autre monde, mais avec des valeurs bien fondées, bien soudées. Et vous les avez retrouvées ici en France? Qui donc? Ces valeurs-là? Ah. Moi, je les porte avec moi. Ça ne veut pas dire que c'est partout en France. Des fois, je vois des situations où je pense qu'il y a beaucoup de manque de respect. Mais moi, j'essaie de continuer à utiliser, à vivre avec ces valeurs et puis aussi à transmettre ces valeurs à la prochaine génération, que ce soit à mes enfants ou à mes amis qui sont plus jeunes ou à ceux qui s'intéressent à ce que je fais. Donc pour moi, c'est les valeurs les plus importantes, les valeurs humaines, et non pas ce qu'on nous fait croire de nos jours. Justement, dans votre livre, vous allez parler des intégrations, de l'intégration, un peu de ce choc, on va dire, culturel. Ouais. Pouvez-vous nous en parler? Vous avez vécu où, donc, en France? Mais moi, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé dans une banlieue. C'était la banlieue nord, Soisy-sous-Montmorency. Et à l'époque, c'était chose courante de se faire taquiner par les autres écoliers. Donc, on se faisait appeler des petits noms comme ça pour s'amuser. Enfin, eux, ils s'amusaient. Moi, je m'amusais moins, mais je rigolais quand même. C'est-à-dire, quand on me traitait de petits bambous là, tout ça, c'était « ah », mais ça faisait mal quand même. Voilà, ce sont des choses que j'ai vécues quasi naturellement, que j'ai dû accepter. Mais comme je disais, il fallait m'adapter. Donc, je ne pouvais pas constamment me battre contre ça parce que sinon, je m'écartais encore plus du groupe. Donc voilà, c'est malgré moi que je me suis adapté à plein de choses, hein. Pas uniquement à ça, mais c'est la nourriture, la musique, mais vraiment tout, quoi. Voilà. Est-ce que c'était les principaux défis que vous avez pu surmonter? Ça, c'était assez majeur, hein, parce que là, on touche à l'essence même d'une personne, on touche à son identité. Donc moi, c'est mon identité que je remettais en question, parce que j'étais sûr de moi quand j'étais en Haïti, je savais qui j'étais, et j'arrive dans un autre endroit, et là, je me remets en question. Donc, ça c'est très important. Il y a eu autre chose, hein, mais ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. En plus, ça fait partie des débats actuellement, de l'intégration, même de l'identité ou même bien de l'immigration. Est-ce que vous, avec votre œil, comment vous le percevez, cette intégration, cette question-là de l'identité? L'identité, l'immigration, tout ça, c'est vrai. Moi, ça me fait rire quand on parle d'immigration, parce que l'immigration a toujours existé dans le monde entier, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Moi, j'habite à Los Angeles et c'est une terre d'immigrés. Tous les Américains sont des immigrés. On va en Afrique du Sud, on va en Australie, on va en Amérique du Sud. C'est que des immigrés qui habitent, qui résident dans ces endroits. Donc maintenant, il y a tout le temps eu un mouvement d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et ça parce qu'on est forcé par rapport à la situation qu'il y a dans les pays respectifs. Donc il y a quand même un peu d'hypocrisie quand on pointe du doigt certains groupes qui immigrent dans certains endroits, alors que quand c'est dans le sens contraire, on ne trouve pas de problème avec ça. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le voyage, parce que je voyage énormément, parce que j'ai vécu dans plein de continents et dans plein de pays. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle tout le temps quand on parle d'immigration. C'est quoi l'autre point déjà tu avais soulevé? L'identité. L'identité, oui, l'identité. Moi, je suis assez sûr de mon identité. Certes, je suis né en Haïti, mais je me considère noir et africain avant tout, africain de la diaspora. Donc, ma culture vient de ce continent africain. Et j'essaie de m'approcher le plus que possible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles que j'ai pris la décision très tôt de recommencer, ou du moins de commencer à travailler sur le continent africain. Donc dès 2005-2006, je fais des projets, je fais des films entre le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte. Enfin bref, c'est aussi pour me retrouver. Ouais. Des projets, vous en avez beaucoup réalisés, mais en arrivant, donc en France, vous avez grandi. Est-ce que vous avez déjà eu ce petit truc pour le monde artistique? Vous avez été danseur, oui. Vous aimez beaucoup la danse. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à vous mettre dans le milieu? J'ai tendance à dire que c'était l'évolution normale de mon existence et de ma vie, les situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Quand mes parents sont retournés en Haïti, je me suis retrouvé à Paris avec mon frère uniquement, donc j'avais peut-être la vingtaine. Et là, je me suis mis à sortir presque tous les soirs. Et en sortant tous les soirs dans les boîtes les plus branchées de Paris, à l'époque, c'était des boîtes telles que les Bains-Douches, le Palace, le Central, Globo, le Bobino. Ah, vous les connaissez. Oui, non, mais voilà, je sortais tous les soirs. Et c'est ce qui m'a fait mon éducation artistique pour commencer, parce que c'est là que je rencontrais presque tout le monde, des grands artistes français ou étrangers, tels que les Madonna, les Prince, les George Michael de l'époque. Et puis, du côté français, il y avait tout le gratin français, quelqu'un comme Yannick Noah ou les Delon, voilà, c'était chose courante dans les boîtes. Donc, c'est ça qui m'a interpellé, le fait de pouvoir être si proche de tout ce monde-là, mais d'être très très loin aussi, parce que je ne suis pas encore dans ce monde. Donc voilà, ma curiosité a pris le dessus, et c'est là que j'ai essayé de me poser des questions de comment faire pour éventuellement intégrer ce monde artistique. Donc ça a commencé par la danse? Ça a commencé par la danse, parce que c'est ce qu'il y avait de plus c'était ma porte d'entrée, parce que j'ai tout le temps dansé, très jeune, je dansais. Donc ça a commencé par la danse, et puis après, avec beaucoup de difficultés, j'ai réalisé qu'il fallait essayer de faire autre chose. Donc j'ai fait le mannequinat. Et puis après le mannequinat, après beaucoup d'années de mannequinat en France, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Angleterre, je voulais faire quelque chose de plus consistant. Quelque chose qui pouvait éventuellement me donner la voix. Et je savais que je n'aurais pas eu de voix dans le mannequinat, parce que le mannequinat, c'est quand même un métier de transition, je dirais. C'est un pont, ça nous permet d'aller quelque part. On ne vit pas du mannequinat. On rentre dans le mannequinat, on se fait un réseau et après on change pour faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très vite. Bien sûr, il y a tout le temps des exceptions. Il y a des gens qui peuvent faire toute une carrière dans le mannequinat, mais c'est très, très rare. Et vous avez en soi eu une bonne ascension. Vous avez commencé à jouer avec Jean-Claude Van Damme, à avoir des petits rôles. Ouais. Monica Bellucci. Comment c'était de rentrer dans ce monde où avant vous étiez très très loin et petit à petit de vous en rapprocher? Oui, c'était assez intéressant. Mais avant de passer à cette étape, je veux quand même parler de ces années de difficultés que j'ai connues à Paris, tout en essayant
d'intégrer ce monde artistique parce que c'était très, très dur. Je ne pense pas que les gens soient au courant. Moi, j'ai eu des moments où j'étais SDF. Donc, c'est-à-dire, le soir, certes, je côtoyais tout ce gratin du cinéma ou les chanteurs à Paris dans les boîtes, sauf que le petit matin, 5h, 6h du matin, j'avais pas d'endroit où dormir, par exemple. Et il fallait trouver des solutions, mais tous les jours, c'était des solutions à court terme. Hein. Des fois, c'était pour une nuit, je pouvais être chez un pote, ou des fois, je pouvais squatter un appartement pour quelques semaines jusqu'à ce que le proprio réalise que l'appart est squatté, ou comme foutre dehors, comme un vagabond. Donc, il y a eu beaucoup de moments comme ça. Et c'est aussi ça qui m'a fait partir de Paris, parce que la situation devenait beaucoup trop difficile pour moi. Et voilà, j'ai décidé de commencer à voyager, d'où commence mon éducation internationale, ce qui m'a ramené jusqu'à, bien entendu, Los Angeles, Hollywood. La résilience, hein. Oui, C'est complètement. un mot qui revient beaucoup. Ouais, je lâche rien. Vraiment à lâcher. J'ai rien lâché. J'ai rien lâché. J'ai pas voulu écouter ce qu'on avait préparé pour moi, parce que voilà, je viens d'un milieu, je viens de la banlieue aussi, hein, je viens peut-être des bidonvilles d'Haïti, mais mon premier passage, c'était dans les cités. Donc, je suis aussi un banlieusard. Et ouais, j'ai jamais rien lâché, quoi. Jamais. Est-ce que votre titre, Héros, Héros, ouais. fait écho à la série Heroes dont vous avez joué, qui a cartonné? C'était un petit clin d'œil? Je pense que oui, les gens vont pouvoir faire l'allusion à Heroes. Là, j'incarnais l'haïtien, René dit l'haïtien. Mais pour moi, le titre, c'est plutôt dans le sens où comment est-ce que je peux être le héros de ma propre vie. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Comment est-ce que chaque personne peut se donner les moyens pour créer la vie qu'ils veulent et pour être le héros de leur vie. Et puis oui, donc oui, ça demande beaucoup de résilience, ça demande la connaissance de soi-même aussi, comment s'écouter pour pouvoir faire ce qui nous parle à nous et non pas ce qu'on nous dit de faire. Eh bien, vous avez bien fait une petite transition. J'aimerais qu'on regarde un petit extrait où vous avez joué, vous avez incarné le rôle titre de Toussaint à l'ouverture. Donc là, par exemple, là, c'est produit français. Ouais. Donc, ça serait pas... Mais il y a cette incarnation-là, Toussaint à l'ouverture, grande figure haïtienne. Je vous propose qu'on en regarde un extrait, puis on va en parler. OK. Nous sommes malhonnêtes. Tout ça me fait nous détruire. Qui moun qui bat nous l'ordre? Ou même vin là? Qui moun qui bat l'ordre? Qui moun qui bat l'ordre? C'est Moïse. Restez là. Ou même vin là. Ou même tout. Et ou même. Parti. Ces hommes sont des traîtres. Fusillez-les. Tout ça, c'est un ordre. Et pas de Moïse, tout ça. C'est Dieu qui commande, comme il a commandé à Abraham. Dieu n'a pas permis à Abraham, il a retenu son bras. Si Moïse est innocent, Dieu le sauvera. Tu as toujours pardonné, même à tes pires ennemis. Moïse est allé trop loin. Réveille-toi, Toussaint. Je peux lui pardonner, mais je ne peux pas le sauver. Quelle leçon de résilience avez-vous vécue en incarnant justement Toussaint à l'ouverture? Ben, Toussaint l'ouverture,
pour moi, c'est voilà, c'est devenu... c'est plus qu'un rôle, quoi. C'est plus qu'un rôle parce que quand on incarne quelqu'un comme Toussaint Louverture, quelqu'un qui a donné, qui a aidé à Haïti à avoir son indépendance aux dépens de la France, aux dépens de Napoléon Bonaparte, on rentre aussi dans l'histoire du pays. En rentrant dans l'histoire du pays, je fais connaissance aussi avec moi-même parce que tout est connecté d'une certaine manière. Et quand on incarne ce genre de rôle, en le portant, c'est plein d'autres choses qu'on porte. C'est peut-être la mémoire de ce peuple qui est en galère en ce moment. C'est peut-être les rêves de ce peuple qui est en galère en ce moment, de ce peuple qui a connu autant de bonnes choses à l'époque. Haïti qui était la perle des Antilles, Haïti qui était l'île la plus riche de la Caraïbe, qui était l'île exemple. Haïti qui a aidé à toute l'Amérique du Sud à avoir son indépendance, y compris un tiers des États-Unis, avec la Louisiane. Donc c'est tout ce rêve-là que ça nous fait penser à tout ça. C'est cette mémoire qui revient quand on regarde Toussaint Louverture. Donc oui, avoir la chance d'incarner Toussaint Louverture, ça me force aussi à aller sur d'autres terrains, à parler des choses qui sont peut-être, qui vont au-delà du cinéma, parler d'injustice, de liberté. Vous faites en plus toujours de l'humanitaire. En tout cas, vous avez eu des projets. Vous êtes retourné donc à Haïti. Vous avez même eu le passeport diplomatique. Mm-hmm. Pourquoi avoir ce pied-là avec Haïti? Qu'est-ce que vous espérez en créant des projets? Pour moi, c'est juste un devoir. Je n'espère rien. Je fais ce que je fais et je le fais à fond. Bien entendu, il y a une histoire très liée entre moi et Haïti. C'est ma source. Je viens d'Haïti. J'ai incarné l'Haïtien dans Heroes. J'ai joué Toussaint Louverture. J'ai rencontré Nelson Mandela, avec qui on a discuté de Haïti. Donc Haïti, ça fait partie... c'est dans moi. Donc je fais ce qu'il faut faire. En 2008, quand j'ai créé Hollywood Unites for Haiti, donc une fondation à but non lucratif, c'était pour venir en aide aux enfants au niveau de la culture, le sport et l'éducation. C'est quelque chose que je fais naturellement. En 2014, oui, on m'a donné le titre d'ambassadeur itinérant pour Haïti. Donc oui, c'est un titre qui a aussi son poids. Donc je l'accepte et je le joue comme je le dois. Donc voilà, qu'est-ce que j'espère? Ce que j'aimerais surtout, ce serait que Haïti redevienne cette perle des Antilles, que les Haïtiens, que le peuple haïtien puisse vivre tout simplement comme ils doivent vivre, comme n'importe quel autre peuple. Donc oui, ça c'est ce que j'aimerais, mais comment obtenir tout ça, c'est une autre question. Et très souvent, les questions que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Haïti est dans cette situation? Et il y a un lien direct avec le passé et l'histoire. Il y a un lien direct avec la France, avec une dette que Haïti a dû payer à la France pour son indépendance. C'est quelque chose qui n'est pas trop connu, pas suffisamment connu, mais ça, c'est l'une des raisons pour laquelle l'économie haïtienne a été plongée dans un trou depuis le début de l'indépendance jusqu'à 1947. Il me semble que Haïti a dû payer une dette au gouvernement français. Donc voilà, ça c'est un débat qui est encore sur la table, dont on ne parle pas suffisamment souvent. Et je pense que c'est quelque chose qui doit revenir pour qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait éventuellement un espoir pour ce peuple. En attendant, ce dialogue-là, vous l'avez eu avec des personnes lors de votre séance de dédicace, parce qu'il faut savoir que le livre est sorti le 24 octobre. Quelle émotion vous avez ressentie le jour de sa publication et en soi rencontrer votre public? Moi, de toute façon, le plus dur de travail, c'était d'écrire le livre. Après, une fois que c'est écrit, c'est la portée de tous. C'est sûr, c'est tout le temps intéressant d'avoir un retour de la part des lecteurs, de ceux qui l'ont lu, par exemple. Voilà, je pense qu'ils sont très touchés parce que moi, je suis très ouvert dans ce récit, dans ce livre. Je parle des moments de bonheur, mais aussi des moments de malheur.
les moments qui m'ont poussé à écrire le livre, tels que la perte de tous les hommes de ma vie, la perte de mon père, mon frère et mon fils. Donc voilà, j'évoque ça parce que je pense que dans une vie, il faut comprendre qu'il y a un peu de tout. Il y a les moments de bonheur, il y a les moments de malheur. L'important, c'est de continuer à vivre et à faire. Et je pense qu'il ne faut pas... Voilà, faut savoir que dans tout ce qu'on fait, on peut tirer des choses positives pour continuer à avancer. Eh bien, merci Jimmy Jean-Louis. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Et nous, très chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt sur Global Africa Télé Sud.